heureuse de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Sous d'autres cieux, on nous dit que le 31 juillet, date à laquelle nous tournons cette émission, serait la journée internationale de la femme africaine. Mais comme on nous dit aussi que l'Afrique est le berceau de l'humanité, toutes les femmes sur le plateau sont donc des femmes africaines. Nous sommes ravis d'être avec vous, amis téléspectateurs, depuis 2008. Merci pour votre fidélité. Nous allons investiguer ce que font les femmes pour refaire le monde, pour contribuer à faire avancer d'une génération à une autre. Nous les recevons ensemble. Frédérique Sintra, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes mentor, virgule, conférencière, virgule, autrice, point de suspension, parce que comme toutes les femmes, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et vous avez surtout, ce qui a retenu mon attention, à votre actif, parmi vos ouvrages, on verra les autres tout à l'heure, réentreprendre sa vie après 50 ans. Madame, vous avez plus que 50 ans, vous allez avoir 50 ans. Tout reste possible, vous le verrez tout à l'heure. À vos côtés, roulement de tambour pour vous aussi. Madame Danielle Girondin, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être présente. Vous êtes là en tant que la présidente de Puissance de Femmes. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, d'une autre association, Génération 2. Et puis vous êtes aussi entrepreneur. Vous aurez le loisir de nous en parler tout à l'heure. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avions dit 2 générations. Nous nous tournons vers vous, Mintoundia et Saint-Drenan. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Vous êtes présidente fondatrice de Énergie Femmes. Vous avez vu, il y a femmes dans beaucoup d'intitulés, à point nommé. Et puis dans votre vie professionnelle, vous êtes assureur, directrice d'assurance d'ailleurs. Exactement. Merci pour votre présence, Debbie Jackson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous la présidente fondatrice de Link-L. Vous aurez le loisir de nous en parler tout à l'heure. Merci pour votre invitation. J'ai fait une introduction un peu téléphonée. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de m'interrompre. C'est Frédéric, je vous donne la parole. L'Africaine que vous êtes, n'est-ce pas? Ah oui, l'Africaine. Moi, j'ai un lien justement avec l'Afrique. Donc, je connais très bien Aminata et Déby, puisque j'ai eu l'occasion, à travers mes engagements également, d'intervenir pour l'une et l'autre. Parce qu'en plus, je suis marraine du réseau Énergie Femmes que Aminata a créé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment notre rencontre a eu lieu, puisque mon premier livre, qui a été publié en 2014, s'appelle « Comment l'ambition vient aux filles ». Et une jeune femme d'origine africaine, est venue vers moi à travers les réseaux sociaux et m'a dit « Mais voilà, moi j'ai envie aussi d'être inspirée par toutes ces femmes qui témoignent dans le livre, de faire partie de différents réseaux, mais comment je peux faire? Moi j'arrive, je ne connais personne ici en France, notamment dans le business, et je viens aussi du monde de l'assurance. Et donc là, on a fait un pari, je lui ai dit bah, « Écoute, crée ton réseau et je suis la marraine et je te soutiens. » Bien. Et puis comme je suis très investie également sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des femmes en particulier, j'ai bien sûr eu l'occasion d'intervenir pour Link-L et avec Déby pour parler de l'ambition des femmes en général et puis plus récemment de l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Nous allons parler de cela. En général, quand les femmes sont quelque part, elles ne veulent pas parler d'âge. Mais ça, c'est sous ces cieux-ci, car sous d'autres cieux, l'âge pèse son pesant de notabilité. N'est-ce pas, Danielle Girondin? Oui, surtout que moi, je fais partie de ces exceptions qui adorent parler de leur âge. Allons-y. Donc, j'ai 65 ans. Et pourquoi je parle de mon âge? Parce que j'ai perdu ma mère, elle n'avait que 42 ans. Donc, je me dis, je suis en droit de parler de mon âge. C'est parce que j'ai une chance inouïe d'être encore là. Donc, voilà. Donc, mon âge ne me pose aucun problème. Vous avez vu comment je suis jeune et belle pour mes 65 ans. Vous avez bien raison de le dire. Quand je serai grande, je serai jeune et belle comme vous. Ouais. Je suis née en 65. Voilà. C'est le coming out, on vous écoute. Ici, on dit tout, on dit tout. Alors, Puissance de Femmes, quand même, c'est un bel intitulé. Derrière cela, qu'est-ce qu'il y a et pourquoi en êtes-vous la présidente d'ailleurs? Alors, Puissance de Femmes, c'est d'ailleurs, je vais un hommage à Mariam Sissoko, qui elle est la fondatrice de Puissance de Femmes et la directrice. Donc, elle m'a demandé d'être la présidente. Donc, je suis dans ce cheminement avec elle dès le début, bien entendu. J'ai trouvé génial son idée. Donc, Puissance de Femmes, c'est quoi? Ce sont des femmes, nous venons mettre en lumière toutes ces femmes qui font un travail mais remarquable sur tout notre territoire. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les héroïnes invisibles. Et nous, Puissance de Femmes, on vient leur rendre une espèce de visibilité dont elles ont droit
et dont elles pensaient qu'elles ne faisaient pas le travail extraordinaire qu'elles font. Et nous venons pour les sublimer, pour leur dire que oui, effectivement, sans ce travail-là, notre société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et Génération 2, donc ce sera ma transition pour aller de l'autre côté du plateau. Parlez-nous de Génération 2. Alors, Génération 2, Citoyenneté Intégration, oui. C'est aussi une association qui se situe donc à Ivry-Courcouronnes, où nous prenons en charge toute personne ayant une problématique peut arriver à cette association. Et nous travaillons avec toutes les institutions de l'Essonne. Donc, et nous avons créé ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle le groupe des pères. Le groupe des pères, c'est quoi? Le groupe des pères, c'est un collectif de papas. Parce qu'on dit beaucoup, on ne voit pas les hommes. Donc les hommes sont venus nous voir, nous ont dit, vous faites beaucoup de choses pour les femmes s'émancipent. Et nous, on est là, on a personne, on n'a aucun endroit où on peut s'exprimer. Donc, ce collectif de papas, c'est justement, on a créé un lieu pour que les pères puissent venir s'exprimer. Donc, les papas parlent entre eux, trouvent des solutions et accompagnent les enfants, que ce soit leur enfant ou un gamin qui a besoin d'un accompagnement. Comme dans tous les villages, les enfants appartiennent à tous les parents. Et les enfants aujourd'hui doivent appartenir à la nation. Oh que oui. Messieurs, vous le savez, depuis 2008, n'est-ce pas, dans Lady vous écoute, vous êtes parmi les nombreux téléspectatrices. Vous êtes dedans. Et là, vous l'avez entendu, quand les femmes veulent remettre les choses en place, elles remettent l'église au milieu du village et les papas sont les mieux plébiscités. Ceci pour dire que lorsque ces initiatives sont menées, elles n'ont pas vocation à vous exclure. Au contraire. Je voudrais donc, puisqu'on a parlé de Génération 2, Minute Diaye, je vous donne la parole. J'ai dit quoi, Minute Diaye? Non, Minute Diaye, Saint-Drenant, nous sommes pour la paix des ménages. Vous avez à votre actif donc Énergie Femmes, dites-nous tout. Alors, Énergie Femmes, c'est une association qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc cette année, nous allons fêter nos 10 ans. Et j'aime à le présenter comme le réseau des femmes qui en veulent. Il a été créé avec une vocation principale qui est d'aider et d'accompagner les femmes à avoir cette petite étincelle, avoir cette ambition, et on les accompagne à assumer leur ambition. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On leur fait déjà toute une partie sur les after-work. Donc, tous les mois, on se retrouve, on échange sur les problématiques qu'on rencontre, sur la vie professionnelle, sur l'équilibre pro-perso, etc. Et ça leur permet de créer aussi un réseau. Parce que c'est un réseau c'est une association qui est ouverte à toutes les femmes, peu importe justement la catégorie socio-professionnelle, l'âge ou bien juste le secteur d'activité, etc. Donc ces femmes-là, en fait, la force, c'est, on va dire, leur diversité. Parce que c'est dans la richesse, en fait, se crée dans cette diversité de secteurs, de zones géographiques, etc. Donc on les accompagne déjà à créer leur réseau, à être entre elles. On les accompagne à travers des ateliers, typiquement sur comment négocier son salaire. Des fois, on ne sait pas. Quand on se met à son compte... Des fois, on ne sait même pas qu'on a droit à un salaire. Je ne dis ça, je ne dis rien. Non, mais c'est un très, très bon point. Mais on se retrouve avec des femmes qui nous disent moi, je panique quand je dois prendre la parole. Alors que là, c'était la seule occasion peut-être de leur vie où elles vont prendre leur parole. Donc, on les accompagne sur ça, sur la négociation salariale, sur leur légitimité. Je travaille avec mes collègues et maintenant j'ai une promotion, donc comment je fais pour gérer, etc. On prend sa place. On les accompagne sur beaucoup de choses comme ça à travers des ateliers. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans, on a également créé un programme de mentorat qui est gratuit et qui a pour vocation à attirer des femmes extrêmement motivées et de leur donner des clés pendant 9 mois. Donc elles sont accompagnées par des mentors assez expérimentés qui donnent de leur temps selon le secteur, la catégorie d'activité, la catégorie socio-professionnelle. Et elles en ressortent grandies. On a vraiment de jolis témoignages. Et c'est ce qu'on continue. Donc au début, on était en Île-de-France. Maintenant, on est présent à Bordeaux et à Lille. Et pour information, le programme de mentorat couvre actuellement 8 pays.
C'était ma prochaine question. Vous m'avez marché sur les lèvres car nos téléspectatrices sont partout dans le monde et très certainement elles en voudraient de ce programme-là aussi. ladyvousécoute@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et nous donner votre point de vue. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être du même avis que nos invités. L'âge, le travail, les revenus. Nous allons partir vous écouter Debbie Jackson alors qu'en image, nous allons voir donc ce qui illustre Linkel. Nous vous écoutons. Pourquoi cette structure ? Alors en fait, je suis partie sur un constat en fait il y a 6 ans que clairement en fait les femmes dans l'entrepreneuriat étaient sous-représentées, manquaient de rôle modèle en fait, et je trouvais que c'était important justement de les mettre en avant. Et moi qui suis aussi entrepreneur dans le secteur de l'événementiel, je m'étais dit que ce serait intéressant un jour d'organiser un événement dédié justement sur la thématique. Et donc après, forcément, le Covid est passé par là. Donc, étant justement à l'arrêt sur mon travail, je me suis dit, tiens, j'ai ce projet-là, pourquoi pas le concrétiser. Et c'est comme ça que toute la machine s'est lancée. Et au fur et à mesure, donc c'était un projet qui était porté par mon agence événementielle et j'ai vite décidé de dissocier les deux et de clairement, justement, au vu de la vision et des ambitions, de le mettre en association. Donc Linkel, c'est quoi ? C'est vraiment normaliser l'entrepreneuriat des femmes dans tous les secteurs d'activité, car encore beaucoup, même en 2025, des femmes n'osent pas entreprendre et encore plus dans les secteurs dits masculinisés. Donc, je vais vite penser à la tech, l'industrie, les finances. Et c'est important vraiment qu'elles prennent conscience de leur potentiel, que rien n'est impossible et que vraiment qu'elles se donnent les moyens, qu'elles s'écoutent elles-mêmes et vraiment qu'elles foncent en fait tout simplement. Et que justement pour cela, qu'elles puissent justement être entourées, bien entourées surtout, et accompagnées justement comme il se doit. Et du coup un peu à l'instar de justement d'Énergie Femme. Donc on a un programme de mentorat sur 1 an où chacune de nos bénéficiaires, donc autant porteuses de projets qu'entrepreneurs, est suivie par un mentor référent et qui est aussi accompagné par toute la communauté des mentors justement pour avoir un accompagnement vraiment sur mesure pour leur permettre justement de pérenniser leur activité et justement de leur apporter en complément donc des événements, donc des ateliers sur différentes thématiques, des masterclass en ligne et puis justement des événements de rencontres, donc des tables rondes, des after-work, pour justement développer le réseau parce que vraiment, sans réseau, on ne peut pas avancer. Donc l'idée, c'est de se créer un réseau à son image et de justement pouvoir avancer et vraiment pérenniser son activité. Un réseau à son image et pas forcément à sa ressemblance parce que la pluralité de profils a aussi du bon. J'aimerais rester sur un point, si vous êtes d'accord, mesdames. Là, on entend qu'il vaut mieux pouvoir se faire accompagner. On parle de mentorat. Et souvent, vous l'avez dû entendre, cette vilaine phrase qui veut laisser penser comme un dogme, et on ne sait pas d'où il vient, ou plutôt on a notre petite idée, n'est-ce pas, que les femmes entre elles ne s'entendraient pas. Cadeau pour vous. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que les femmes sont des hommes avec un grand H, comme les autres. Donc, certaines s'entendent, d'autres ne s'entendent pas, certaines sont compétentes, d'autres ne le sont pas. Et là, ni plus ni moins que par rapport aux hommes. Il n'y a pas d'essentialisme. La petite différence qu'on peut noter quand même, c'est que, en tout cas ce que j'ai remarqué, mais qui ne repose pas nécessairement sur des statistiques, c'est qu'en fait les femmes vont faire beaucoup de réseaux. Je répondrai à votre question très précise un petit peu après. Mais non, mais allez-y, je vous prie. Oui. Elles vont s'entraider, etc. Mais plutôt dans quelque chose qui va être un soutien. Ce que je remarque, moi qui ai un volet aussi business, c'est que les hommes vont faire un réseau qui va être plus utilitaire. Autrement dit, c'est-à-dire que assez rapidement, et sans état d'âme, y compris lorsqu'ils sont dans une entreprise, ils vont passer la main à un copain qu'ils connaissent, ou de promo, ou de relations, ou quand ils vont se voir, c'est tiens, on va faire un business. Alors que parfois, et notamment dans tous les réseaux qui nous animent ici, dans l'association, on va dire oui, mais là, on est plutôt là pour se soutenir, pour s'accompagner, pour l'amicalité. La sororité. La sororité, mais la sororité de soutien, d'entraide, mais pas nécessairement d'entraide business ou carrière, en disant tiens, j'ai un poste à pourvoir dans mon entreprise, viens, elle est là, ou alors justement je cherche un prestataire, viens, parce que ce que j'ai l'impression en tout cas, c'est que les femmes se disent voilà, mais on va me taxer de faire du copinage si on fait ça. Et puis après, dans ce que vous dites par rapport à l'entente,
peut-être que ça vient aussi du côté, parce que ça reste quand même parfois, en fonction de certains postes, les petites rivalités. Si on considère que dans certains secteurs, les femmes sont des rivales sur l'apparence, etc., il peut y avoir dans certains domaines des petits regards. Des poussages de coudes. Voilà. Et puis parfois, justement, le fait de se dire que quand une femme est promue, plutôt que de dire « ouais, super, génial, c'est pour nous toutes », en disant « pourquoi elle ?» Alors peut-être que la question d'une femme se posera parfois un petit peu moins si c'est un homme. Donc il peut y avoir ce côté-là, mais Dieu merci, cette sororité dont on parle, ou en tout cas l'entraide homme-femme, femme-femme, est de plus en plus présente grâce justement à toute cette génération aussi de réseaux qui sont constitués de réseaux mixité dans les années 2010 et qui ont vraiment permis aussi de montrer que ce n'est pas en se regardant en chien de faïence, mais plutôt en communiquant, en partageant, comme on le fait dans ces réseaux, soit entre femmes d'abord, soit aussi femmes-hommes, puisque c'est plutôt la première amorce, et en voyant que justement on est solidaire, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais néanmoins... Et on doit pouvoir l'assumer. Alors j'aimerais bien quand même relever un point dans ce que vous ne nous avez pas dit, que quand elles se sentent en rivalité, c'est au bénéfice de ceux qui instrumentalisent cela et qui entretiennent cette rivalité. Ne suivez surtout pas mon regard. Je voudrais donc... je voudrais vous laisser le soin, Danielle Girondin, de rebondir sur ce que vous avez entendu. En quoi est-ce que cela fait écho au constat que vous aviez fait et dans les perspectives qui sont les vôtres, puisque vous êtes, je parle là de Génération 2 et de Puissance de Femmes. Alors deux choses. La première, c'est qu'on a entendu dans les intitulés, il y a pouvoir, puissance, énergie et tout ce qui s'ensuit. À juste titre certainement. Comment pensez-vous que cela soit perçu par les pères qui voient non seulement les femmes se constituer en réseau et puis qui pourraient se sentir délaissées et peut-être craindre qu'il y ait un inversement de rôle ou que l'équilibre familial soit en péril? Alors, je voulais d'abord parler aux femmes. Moi, je dis toujours que nous sommes celles qui contribuent à l'humanité. Ce sont les femmes qui fabriquent les hommes, jusqu'à maintenant. Pas toutes seules. Hein. Voilà. Alors, pas toutes seules, mais elles ont le matériel pour le faire sans eux, quand même. Hein, parce que nous, on a quand même tout ce qui va avec. On a la machine. Oui, mais voilà. Il faut la graine. Il y a la graine, mais nous, on a la machine. Donc, rien que ça, là, je dis derrière tout grand homme, on dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Moi, c'est une phrase... Nous disons à côté. Moi, je dis à côté. Et c'est ce que je dis aussi, même au niveau du couple, vous êtes côte à côte. Il n'y en a pas un qui est devant, l'autre qui est derrière. Il y en a même un qui est à la côte de l'autre. Alors, oui. ça non plus, ça ne convient pas tout à fait. Parce que faut compter les côtes. Vous verrez qu'il en manque quelque part, il y en a plus à côté. Oui, mais ça ne veut pas dire... Parce que c'est vrai que ça beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons, même je discute avec des petits jeunes qui pensent que c'est une espèce de supériorité. C'est-à-dire que nous, on est mieux parce qu'on a plus. Ben non, non, voilà. Toi, ta constitution fait que, et moi, ma constitution fait que. Mais tu n'es pas plus et je ne suis pas moins. Alors, ils ne sont pas identiques, mais ils n'en sont pas moindres ni l'un ni l'autre. Ils sont complémentaires. Voilà, le mot qui fait toute la différence. C'est ça, on est complémentaires. Et moi, je dis que dans cette... guerre, on veut nous faire croire qu'il y a une guerre entre les femmes. Mais je crois que quelquefois, il faut ne pas partir là-dedans, ou en tout cas se dire que oui, peut-être, mais moi, c'est pas ma façon de voir. Moi, ma façon de voir, c'est justement de dire aux femmes, vous êtes puissantes. Vous êtes puissante. Et c'est pour cela qu'avec Puissance de Femme, par exemple, moi, j'ai choisi le tableau de Berthe Morisot, puisque moi, je parle de l'indépendance financière des femmes. Et moi, je dis que déjà, à la naissance de l'enfant, hein, excusez-moi, mesdames, mais c'est quand même nous, le premier regard qu'on pose sur cet enfant, qu'il soit garçon ou fille, ce n'est pas un problème. C'est un regard qui peut être déterminant par rapport à toute la vie de cet enfant. Et moi, je dis aux femmes, on reproche beaucoup aux hommes, souvent aux papas, mais je leur dis, les garçons, avant tout, vous avez 9 mois de gestation, 3 ans où cet enfant est pendu à vos jupes pour pouvoir les élever peut-être autrement.
Bon. Leur faire comprendre autre chose. Parce qu'on en a marre aujourd'hui, là, d'entendre toujours les garçons, ceci, les garçons. Mais regardons-nous aussi les filles. Comment élevons-nous quelquefois nos garçons? Et ça, c'est de notre responsabilité. Alors, voilà qui est dit, le décor est planté dans ce premier quart d'heure et un peu plus de Lady vous écoute. Vous l'avez entendu, des thématiques tout à fait importantes. La question quand même, vous parliez de finances et vous avez parlé de salaire et vous avez surtout, alors on va y aller à la rebrousse-poil, déjà que les femmes ne savent pas, disiez-vous, elles vous disent qu'elles ne savent pas comment demander ce qui leur est dû. Et pourtant, il est de notoriété publique quand même que pour parler, on ne demande pas la permission, on parle, on parle, on parle. Alors, il s'agit donc de pouvoir, savoir, parler à bon escient, et notamment pour entrer dans ce à quoi, mesdames, vous avez tout droit, au travers de l'emploi, au travers de l'auto-emploi. Et c'est en cela que, quel que soit l'âge, je voudrais revenir sur cet ouvrage « Réentreprendre sa vie après 50 ans ». Quand on dit entreprendre, on voudrait risquer de croire qu'il ne s'agit que de l'entrepreneuriat, mais il s'agit de tout plein de choses. Vous nous en parlerez tout à l'heure. J'ai à dessein proposé qu'il y ait deux générations qui se rencontrent et non pas qui se confrontent. Est-ce que la vision de quand je serai grande que vous aviez étant petite est celle que vous êtes aujourd'hui? Et je ne vous pose pas la question sur ce que vous voulez être un peu plus tard. Alors, je vais juste revenir d'abord sur ce que vous aviez posé comme question tout à l'heure sur la concurrence en fait entre les femmes. Allez-y, je vous prie. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence à changer d'un point de vue générationnel. C'est que des fois, dans les cercles de parole que je vois, les réseaux ou clubs auxquels je participe, c'est que les femmes on se donne maintenant entre nous des règles. C'est qu'en entreprise ou ailleurs, je n'accepte pas, que j'aime Frédéric ou Daniel ou pas, ce n'est pas le sujet, je n'accepte pas qu'on dise du mal de son physique. Je ne cautionne pas qu'on dise des choses subjectives. Et ça, si on le fait tout entre nous, déjà, c'est une façon de montrer qu'il n'y a pas de concurrence. Et si demain, je parle juste de quelques expériences qui sont arrivées et que les femmes nous partagent au sein du réseau, des personnes qui s'approprient l'idée d'une autre. Des voleuses. Quand on est en réunion ou des choses comme ça. Alors là, ce n'était pas forcément des femmes. Des usurpatrices, on va y arriver. Quand on est voilà, elle ne veut pas dire du mal des femmes, c'est pour ça. Non. Alors là, je parlais plutôt des hommes. D'accord. On est dans une réunion. Oui. Je donne un exemple parce que c'est un cas pratique qui se présente. On est dans une réunion. Oui. Frédéric a donné une idée très pertinente, mais bon, personne ne relève. Et puis, quelques minutes plus tard, on va dire Jean-Michel va reprendre exactement la même idée que Frédéric. Et en fait, on va dire que c'est l'idée de Jean-Michel. Et donc maintenant, une des astuces d'une de nos membres qui était de dire, maintenant, moi, quand j'assiste à ça, je relève que Frédéric a dit quelque chose de très pertinent, que Jean-Michel a repris, mais donc c'est des petites choses. On remet la balle au centre. Exactement. Et ça, c'est une idée qui venait des femmes qui travaillaient dans le cabinet du président Barack Obama et qui a été partagée, etc. Donc c'est pour dire que cette notion-là de ne pas être en concurrence, on peut chacune l'appliquer au quotidien. Et ça permet même aussi bien à certaines femmes qu'aux autres de se dire « Ah, avec celle-là, je ne peux pas dire du mal d'une autre femme. » Sachant que Frédéric, alors ça pourrait prêter à confusion parce que Jean-Pierre, Frédéric, que voici. Donc les Frédéric ou quel que soit votre prénom, quand vous le dites, dites-le haut et fort, de telle sorte que si cela est repris, abondé dans son sens, on disait c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, histoire de remettre les choses... C'est des petites choses, mais je pense que générationnellement, on arrive à maintenant se soutenir. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en concurrence quand la personne est plus compétente que moi ou autre chose. Enfin, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi du business, il y a aussi du travail, on veut tout progresser, mais qu'on le fasse avec les bonnes règles du jeu. Et ça, je pense que c'est important de le faire passer. Et si je reviens à mon rêve de petite fille, alors c'était très bizarre parce que je me projetais jamais avec des poupées ou des choses comme ça, mais il y avait juste ce côté de dire, je pense que je ferai quelque chose on va dire, d'impactant. Eh bien, vous l'avez bien téléchargé, le quelque chose, et nous sommes en plein dedans. Déby, quand vous étiez petite fille, que pensiez-vous de celle que vous seriez grande devenue? Très bonne question. Alors, c'est vrai que j'ai toujours su qu'il fallait que je sois épanouie dans mon travail. Ça, c'était quelque chose que depuis toute petite, j'ai toujours su. Vraiment être épanouie, de vraiment aimer ce que je fais. Ça avait vraiment du sens pour moi. Donc après, bon, quand j'étais petite, je voulais être médecin.
Donc, bon, je ne suis pas devenue médecin. Mais Pas je me suis encore. tentée. Ouais, oui, Pas encore. Relancer, réentreprendre sa vie après 50 ans. Vous avez le temps. Bah, en fait, j'ai tenté médecine, donc ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'à travers mon expérience, puis même dans les études que j'ai faites, en fait, le fil conducteur, c'était vraiment, même jusqu'à présent, aider les autres. Au final, c'est bizarre, ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte, mais en fait, vous êtes médecin à votre façon. Exactement. Vraiment être là pour mon prochain. Vous êtes légitime pour le faire. Alors, j'en profite pour montrer ces ouvrages, puisque c'est cela la question. Comment l'ambition vient aux filles, hein? C'est donc un ouvrage, Frédéric, que vous avez commis. Comment, j'aime pas cette expression, c'est comme commettre un meurtre. Oui. Encore que quand vous dites la vérité tout haut, c'est peut-être un meurtre. Voilà, comment l'ambition vient aux filles, aux éditions Erol, c'est bien cela, hein, je ne me trompe pas. Et nous avons aussi le livre qui libère vos énergies, comment vient l'ambition. En regardant Lady vous écoute. Voilà. Très bien. Et donc, je vous retourne la question. On parle de réentreprendre sa vie après 50 ans. Vous allez nous dire ce que vous entendez par cela, vous, et vous, Frédéric, qui avez commis cet ouvrage, si cela fait écho à ce que nous dira Daniel. Après 50 ans, est-ce qu'on se pose des questions? Quelles sont les questions qu'on se pose? Est-ce qu'on se dit tout est fini, les pages sont tournées? Ou est-ce qu'on se dit bon, c'est maintenant que ça commence? Je vous pose la question à dessein. Je crois que c'est comme ça que ça commence tous les jours. Quand on est 20, en tout cas moi personnellement, c'est pas une question que je me suis posée quand j'ai eu 50 ans. Mais comme je vous dis, moi, quand je vois arriver l'âge, je suis de plus en plus épanouie dans la mesure où moi, j'ai perdu ma mère, elle avait 42 ans, mon père est décédé, il avait 49 ans. De quoi je me plaindrais, franchement. Donc, ma vie, c'est une continuité. Donc, tu ne m'as pas posé la question de comment c'était quoi mon rêve de petite fille, mais je vais le dire quand même. Je me disais que c'était loin. Donc, que je poursuis, mon rêve de petite fille, c'était déjà d'être libre et d'être indépendante financièrement comme maman. Même si elle est partie très tôt, mais j'ai eu le temps de voir sa liberté financière. Et sa liberté financière, oui. Puisque elle était commerçante, elle dirigeait sa vie, elle n'a jamais voulu se marier. Mon père a pleuré toutes les larmes de son corps, mais elle n'a jamais voulu. Parce que la liberté, c'était quelque chose qui était verrouillé en elle. Et cette liberté, elle l'inculquait aux femmes. Donc les femmes qu'elle croisait, puisqu'elle avait un commerce, elle leur demandait justement d'étudier, parce que elle, ma mère disait, le seul mari d'une femme, et ce sont ses diplômes et son portefeuille. Parce qu'elle disait toujours que ceux-là ne te demanderont jamais le divorce. Donc voilà, donc déjà là, le ton était donné que tu es une personne, tu dois pouvoir satisfaire à tes besoins, toute seule déjà. Et après, si tu trouves un mari, écoute, voilà, on verra ce qui se passe. Mais elle disait aussi, n'oublie jamais que ton mari peut être le mari de la voisine demain. Donc, ce qui veut dire que reste toujours sur tes gardes. Voilà. Bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que vous entendez. Vous avez le droit de penser que le mari, c'est le mari et que ce n'est pas une entrave à la liberté ni à l'autonomie financière. Mais quand elle l'est, oui, il faut se sortir de là. Puisqu'il peut ne pas l'être, mais il peut l'être parce que je rencontre beaucoup de femmes qui ont cette problématique à gérer. Et moi, c'est justement leur dire que tu es une personne. Tu es une personne. Alors, une parole enfin sensée, elle l'a dit, que finalement le mari n'est pas forcément mauvais, il peut l'être, il faut trouver des solutions, mais que dans l'absolu, c'est une option, laissez-vous trouver, comme les perles, hein. N'allez pas chercher ce que vous ne devriez pas aller chercher, trouver ce que vous n'auriez pas trouvé si vous n'aviez pas cherché, que vous aviez attendu sagement. Réentreprendre sa vie après 50 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est uniquement dans le cadre de l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est beaucoup plus holistique, comme on dit? Alors déjà, je vais reprendre, c'est réentreprendre sa vie après 50 ans et dessous, parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge. Donc on est dans la continuité. Et là, on va reprendre également le titre du premier ouvrage, Comment l'ambition vient aux filles. Et je pense que les propos que nous venons d'entendre
apporte déjà des parties de la question, puisque là, nous avons affaire à des femmes ambitieuses. Une femme qui a eu son ambition par rapport à ce que sa mère, et d'où l'importance de l'éducation et de ce qui est transmis, etc., pour donner envie, pour montrer que tout est possible, en fait, hein, et pour donner cette possibilité de choix pour la jeune fille qui commence dans sa vie, dans la vie active en particulier. Et puis, justement, on nous amène sur ce cheminement. Et je me suis intéressée, justement, après avoir travaillé sur la thématique de l'ambition des filles, des femmes de façon générale, et plurielle, et dans toute leur diversité de choix, d'ambition, de se réaliser soit dans l'impact, soit dans le business, soit dans l'association, etc. Et il y a plusieurs formes, justement, d'exercice de cette ambition. J'avais remarqué un certain décalage au fur et à mesure que je vieillissais, hein. Moi, j'assume également mon âge, j'ai 59 ans. Seulement. Et donc, voilà. Et justement, quand on parle de l'âge, il y a toujours, en plus, quelque chose qu'on nous renvoie entre l'âge de la carte d'identité, l'âge, on va dire, l'âge de nos artères, et puis l'âge social. Tu fais plus, tu fais moins, parce qu'en fait, il y a toujours des perceptions. Et en fait, moi, je me rendais compte que dans l'entreprise, il y avait probablement des biais, des préjugés, notamment sur l'âge. Alors, soit des préjugés dans le monde de l'entreprise en général, et là, dans le monde professionnel, hein, on ne parle pas de l'entrepreneuriat ou de salariat, dans le monde professionnel, et puis de ce que les personnes percevaient elles-mêmes. Ce qu'elles ont intériorisé, en fait. Et notamment les femmes, parce que bien que ce soit un long fleuve tranquille, il y a toujours, il y avait eu un chroniqueur, auteur que je ne citerai pas, qui avait parlé des femmes de plus de 50 ans, disant qu'elles pouvaient être invisibles, etc. etc. Non, ne le citez pas, vous faites bien. Voilà, et donc pourquoi ? Parce que pour 50 ans, on ne va pas se le cacher, il y a des modifications biologiques pour les femmes. Et pour les hommes aussi, on va dire la vérité quand même. Oui, biologique, on le voit. Pour les femmes et les hommes, mais notamment, il y a, alors on va dire des modifications hormonales qui sont liées à la ménopause, qui font que certaines femmes vont percevoir en elles-mêmes quelque chose de très différent. Pour certaines, dont je fais partie... Juste un petit point, sur le certaines, j'aimerais abonder dans votre sens. Parce que n'avez-vous pas le sentiment que la société est normée ? On vous dit à 15 ans, tu seras comme ci, à 18 ans, tu seras comme cela, à 50 ans, tu seras comme ça. Et tout le monde se prend en flagrant délit de s'attendre à être et à vivre les choses et à les percevoir telles que cela a été dit. Alors que finalement, vous l'avez si bien dit, ça n'est pas une science exacte. Non, alors il y a des... Heureusement. Voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, en avançant là, je me suis dit, mais non, moi, les gens que je côtoie ne perçoivent pas ces biais. Les femmes, en l'occurrence de ma génération, qui sont quand même aujourd'hui cette cohorte qui avons suivi des études supérieures. En France, les grandes écoles ont été ouvertes, notamment je pense à Polytechnique, HEC dans les années 70. Donc c'est là qu'on a vu aussi des femmes aller et suivre les mêmes cursus. Et donc continuer à se dire, il n'y a pas trop de sujets entre un homme et une femme sur le plan professionnels, hein, j'entends, et que parfois on fait des choix qui sont autres quand il y a eu la maternité et d'autres choix, et ont une cinquantaine d'années en se disant mais j'en ai sous le pied, c'est presque maintenant que ça commence, j'en ai encore plus qu'avant, parce que j'ai plus de temps, parce que moi-même je vais plus, peut-être un peu moins, si tant est que je l'ai fait, m'occuper de la famille. Ne pas m'occuper de moi, précisément. Les enfants ont pu partir, parce qu'il y avait quand même toujours cette histoire de soins, même s'il y a un partage, justement, dans l'éducation. Et donc, se dire, c'est maintenant. Et puis, en se disant, bah oui, mais dans l'entreprise, on me dit, bah oui, mais c'est un peu trop tard. Et donc, je voulais montrer, moi, avec ce livre, que je voulais donner de l'espoir aux jeunes femmes, d'une part, en disant que ce n'était pas fini, et puis à celles qui arrivaient à cette tranche d'âge en disant « mais continuez », parce qu'effectivement, il y a ce petit truc dans les 50 ans, mais c'est une continuité. Et donc, on a parlé d'énergie, mais l'énergie, elle ne disparaît pas nécessairement. Avec l'âge, il peut y avoir des coups durs dans la vie qui font qu'à un moment donné, quel que soit l'âge, on soit un peu moins en forme. Et là, il faut l'accepter aussi. Ce sont des étapes, mais c'est pas irrévocable. Et donc, à partir de là, on peut continuer et on peut surtout avoir des projets, quel que soit son âge. Et j'espère que j'en aurai encore à 70 ans, 75, si j'ai toujours la santé. Et donc voilà. Donc dans ce livre, je voulais aborder le fait en disant, bon, il y a des petites choses, des petites modifications qui vont arriver, comment je passe outre. Et puis, je voulais montrer des exemples de la bouteille à moitié pleine, c'est-à-dire
des femmes aussi qui, après 50 ans, ont fait des choses différentes, soit ont passé des diplômes. On parlait de médecine, c'est pas trop tard. Moi, j'ai des exemples dans le livre de femmes qui ont passé des MBA à 50 ans. J'en ai une qui a même passé son bac après 50 ans. Elle avait dû quitter les études assez tôt parce que pour des raisons personnelles, familiales, financières. Et donc, elle avait toujours ce truc en disant, mais je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur, etc. Mais c'était pour elle, c'était pas les autres qui lui renvoyaient. Mais elle se disait, j'ai pas mon bac. Et donc, elle l'a passé après 50 ans et en travail continu, etc., etc. Mais elle était super contente parce que pour elle, son image avait changé. Il y a celle qui a été promue, il y a celle qui a créé son entreprise, il y a celle qui était salariée et entrepreneur qui témoigne. Moi-même, vous avez cité mes différentes actions que j'ai, où j'ai 2 activités. Je suis aujourd'hui, donc je fais du coaching, je fais... des conférences et j'ai le livre. Mais à côté de ça, à l'âge de 57 ans, j'ai pris la direction générale d'une petite structure qui fait du care management. Et ça, à 57 ans. Et puis, en français facile, de l'accompagnement pour les aidants, care management. Parce qu'on ne veut laisser personne sur le bord de la route. Merci pour toutes ces précisions. Vous l'avez entendu à mi-parcours donc de cette émission, pour vous encourager, mesdames, et vous donner, messieurs, le mot de passe de ces personnes à vos côtés qui, du jour au lendemain, pourraient devenir tout à fait différentes. Mais cette capacité à le devenir, premièrement, n'est pas contre vous, car l'émergence des femmes n'a pas vocation à renverser celle des hommes. Mais vous l'avez si bien dit, madame, elle est complémentaire et c'est un bienfait. Quand vous avez un arbre à vos côtés et qu'un jour qu'il donne des fruits, n'est-ce pas merveilleux? Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Et mesdames, tant que nous sommes vivantes, tant qu'on peut se plaindre, c'est qu'on est vivante. Et puisqu'on est donc vivante, on va essayer de faire autre chose que de se plaindre et puis s'inspirer de tout ce qui nous est dit. Quelles sont donc vos perspectives? Est-ce que ce que vous vivez, ce que vous faites dans vos activités professionnelles respectives, dans vos engagements associatifs, vous ressentez que c'est perçu comme étant bénéfique, ou est-ce qu'il y a encore des poches de résistance? Et que pensez-vous qui demeure un frein de manière générale pour ces publics-là? Je dirais les deux, mon capitaine. Il y a colonel. des choses... il y a vraiment des choses très positives dont on se rend compte en termes d'impact. Nous, on le voit chez Énergie Femmes depuis 10 ans sur certaines thématiques assez fortes qu'on aborde. Là, quand on parlait d'indépendance financière, le nombre de mails qu'on reçoit de personnes qui nous disent merci beaucoup, parce qu'on essaie à chaque fois en fait de caler des ateliers de négociation salariale juste avant la période où les entreprises le font. Et on reçoit à chaque fois des messages de remerciements de j'ai réussi à avoir tant, je ne m'attendais pas à autant. Et ça, c'est quand même quelque chose de très concret, de très factuel, qui change la vie d'une femme. Celles qui ont changé de carrière, des choses comme ça. Donc, sur les réalisations qu'on a faites, nous sommes vraiment très fiers, même si ce n'est pas fini. Et on se rend compte qu'on impacte la vie des femmes. Et l'anecdote qu'on avait quand on a commencé à faire plus d'afterwork et vraiment d'insister beaucoup plus sur les ateliers, c'était, parce qu'on parle des hommes, les maris de nos membres qui étaient très intrigués en disant « Mais qu'est-ce que tu fais le 3e jeudi de chaque mois? C'est quoi cette réunion qui commence maintenant et tu rentres à 23h ?» Et en fait, on a créé ce qu'on appelle une summer party, où on a dit les hommes et les femmes, venez avec vos compagnons, venez avec vos conjoints, etc. Et quand ils ont tous vu ça, ils étaient tous contents en disant bon, bah, faut que tu y retournes quand même parce que. Il faut que tu ailles 2 fois par semaine cette fois-ci. Voilà. Et ce qui veut dire qu'il faut communiquer parce que le mur qui se dresse est souvent un mur qu'on a entretenu soi-même et dont on paie, dont on fait les frais, alors qu'il suffirait tout simplement de communiquer. Et vous l'avez dit, je prends l'exemple, la rencontre des pairs, parce que finalement, quelque chose qui est bénéfique ne l'est pas que pour les hommes ni que pour les femmes. Il peut parfaitement, ce quelque chose, bénéficier au plus grand nombre et peut-être ouvrir aux hommes. Finalement, aussi, ils ont des besoins. C'est aux hommes, et puis ce qui bénéficie à une femme, bénéficie à la société. Mais donc, ce côté de leur montrer qu'on est tous ensemble, d'avoir des événements qui sont mixtes, ça permet de rassurer et puis de permettre aux femmes de vraiment continuer. Donc ça, ce sont des choses positives, impactantes et concrètes. Ensuite, sur les freins, là, je reste quand même une éternelle optimiste, mais il faut se rendre compte que les choses sont en train de bouger, et pas forcément dans le bon sens du terme. En termes de droits, en termes de possibilités, il y a quand même beaucoup de choses qui ont régressé, notamment depuis la crise du Covid, etc. Donc je pense que même si ce qu'on fait est très utile, même si on voit d'un point de vue communication toutes les choses positives, il ne faut pas qu'on baisse la garde quelque part. Il faut qu'on continue nos actions
chacune à son niveau. Nous, de notre côté, sur les prochaines années, on va vraiment continuer à miser sur ce côté d'avoir plus d'ateliers pour les femmes. Insister encore plus sur la dimension de mentorat parce qu'on se rend compte que cet échange-là est de plus en plus riche et ce n'est pas pour rien que c'est devenu, on va dire, tendance. Chaque format est différent, mais on y tire vraiment des choses qui peuvent faire grandir les femmes. Donc ça, ce sont les 2 points sur lesquels on veut vraiment, vraiment insister. Et ne pas baisser la garde, encore une fois, sur ce qu'on a d'acquis. Ça, c'est un message qu'on va faire passer encore et encore, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même certains droits des femmes qui régressent. Alors, quel est l'homme qui vous inspire chacune? Vous avez la parole, vous la gardez. Sacrée question. Il y a toujours des sacrées questions dans Lady vous écoute. Si vous ne répondez pas rapidement, les autres vont tricher parce qu'elles ont plus de temps de réflexion à la question. Non, parce que j'aimerais pas dire le côté biaisé de mon père. Pourquoi? Et si c'est lui? En quoi est-ce que c'est ça? Si, mais je cherchais autre chose, mais pas. Peut-être que si ça ne vient pas, c'est parce que c'est lui, non, tout simplement. Mon père. Eh bien voilà. Et qu'est-ce qui en lui vous inspire aussi? Nous sommes curieuses. Nous voulons nous en inspirer. Alors, dans ce cas, je dirais mon père et aussi, j'aurais pu dire ma mère si on part du principe. Non, on ne part pas de ce principe. On a dit un homme, on a suffisamment part parce qu'à un moment, oui, il ne faut pas tricher. Vraiment. J'ai vraiment apprécié le fait de nous avoir éduqués. Nous, on est 2 filles. Oui. Et on a été éduqués avec ce côté de ne pas faire de distinction entre les garçons et les filles. Et donc, l'anecdote que je donne, c'est que moi, j'ai grandi en prenant la parole à chaque fois, en prenant ma place à chaque fois, etc. Et c'est quand je suis arrivée en France que j'ai découvert cette notion d'égalité femmes-hommes, limite devoir demander la permission pour parler, etc. Mais donc, cette éducation-là vient de lui et son côté aussi, on va dire, intellectuel qui m'a beaucoup poussée dans les études. Ne pas vouloir limite la cuisine, etc. Non, c'est si elle veut lire, elle lit, etc. Et ça, ce sont quand même des choses qui ne sont pas toujours encouragées et qui m'ont un peu forgée, en fait, quelque part. Bon, alors ne soyez pas fâchés. La place de la femme, dit-on, c'est dans la cuisine, so what? Mais aussi à la bibliothèque, so what? Sur un plateau télé, so what? Voilà. On peut tout faire. En réalité, ne prenez ombrage de rien du tout. Est-ce que vous ne pouvez pas faire? Apprenez à le faire, que ce soit la cuisine, le management, tout ce que vous voulez. Quel est l'homme qui vous inspire, Debbie Jackson? Alors, je pense, pour rester sur la dimension familiale, je dirais mon père et mon grand-père maternel. Alors déjà, mon père, pour ce côté un peu force tranquille aussi, ce côté très posé, et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y en a besoin aussi quelque part. Donc quand on va être dans cet esprit de réflexion, que il faut prendre des décisions qui vont être réfléchies, donc faut prendre ce temps-là. Et mon côté grand-père aussi, en fait c'est un ancien militaire en fait. À son âme, qui a beaucoup, dans ce côté éducation qu'il a donné pour ma mère et pour tous les enfants qu'il y a eu. Donc, ils étaient une famille de 7 enfants, dont 6 filles quand même. Et ce côté, justement, cette éducation féministe, mais avec cette rigueur aussi, qu'il a transmis à ma mère et qui m'a justement me l'a transmis dans mon éducation et qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Écrivez-nous, Lady, vous écoutez @gmail.com. Dites-nous quelles sont les personnes qui vous inspirent, parce que finalement, s'inspirer, c'est un trait de caractère, c'est récupérer ou s'approprier une manière d'être, une manière de penser d'une personne. Cette personne, en effet, peut être un homme, cette personne peut être une femme. Ne vous privez pas et ne vous limitez pas. Avec tout le respect que je vous dois, les doyennes, je ne vais pas vous poser cette question, mais vous êtes libre, vous êtes libre d'y répondre. On fait un tour de piste rapidement. Vous avez dit, quand je suis arrivée en France, la question des téléspectateurs, c'est arrivé d'où? Du Sénégal. Et madame? Née à Paris. Née à Paris, d'où? On va y arriver. Elle a compris, mais elle n'a plus l'habitude de répondre comme il faut. Alors, d'où? Nigeria. Voilà. Jackson. La sœur de Michael Jackson. Frédéric, arrivé d'où? Moi, je viens d'Eure-et-Loir, d'un petit village. Je suis une fille de ferme. Vous êtes une villageoise. Exactement. Il y a des villageoises en Europe. Nous, on pensait que le village, voilà. Et on disait, bon, alors, c'est galvaudé qu'ils vivent dans la joie. d'Indre-et-Loire, c'est cela? Non, d'Eure-et-Loire. d'Eure-et-Loire. Moi, une fille de Guadeloupe. De Guadeloupe. Voilà. Bon, vous savez tout, nous ne cachons rien sur ce plateau. C'est aussi pour vous dire de quelle fenêtre chacune parle, parce que c'est important.
Vous allez réagir sur ce fait que la question des moyens financiers, parce qu'on disait les femmes peuvent manquer de moyens, elles ne savent pas comment faire. Je voudrais m'inscrire en faux pour dire que non, les femmes ont des moyens. Il suffit d'ouvrir leur garde-robe, de regarder leur coiffure, leurs ongles et toutes sortes de choses. Des moyens, elles en ont. Est-ce que ça n'est pas tout simplement une question? Pourquoi vous me regardez encore? Il y a deux jeunes dames qui me regardent en disant « Où tu vas ?» Où je vais. Ce que j'essaie de dire, madame, c'est que des sonnantes et des trébuchantes, vous en avez. Maintenant, il faut faire le choix d'investir dans ceci plutôt que dans cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas du tout? Oui, mais d'ailleurs, en ce moment, il y a une grande tendance, alors qu'on voit dans les réseaux féminins et de façon générale, sur la prise de conscience de l'allocation des ressources au sein du couple, notamment quand il y a des partenaires, mais de façon générale. Il y a quelque chose qui s'appelle la théorie des pots de yaourt, notamment dans le couple. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est... Le yaourt, je connais. La théorie du pot de yaourt, non. Je crois que c'est Titouan Lecoq, qui était une autrice qui a écrit sur ce propos, en disant que dans un couple, justement, quand il y a des finances, quand l'épouse ou la conjointe et qu'on est dans un couple hétérosexuel gagne un petit peu moins, elle va peut-être payer la consommation courante, les courses, l'alimentaire. Et puis monsieur va dire, moi je vais payer, je vais acheter la voiture. Et puis en fait, au bout du compte, si ça ne se passe pas complètement bien au bout du bout, on parlait des séparations, finalement il restera une voiture, mais il ne restera que des pots de yaourt vides. Voilà, donc ça c'est tiré par les cheveux d'une chauve. On revient quand même au cœur de la question. C'est quand même un exemple. Que font-elles de l'argent qu'elles ont? Pas des yaourts et des voitures. Oui, mais justement, ça fait partie aussi de comment elles dépensent. C'est-à-dire si c'est simplement dans la vie quotidienne et ce n'est pas nécessairement dans l'investissement. Donc, aussi futile que ça puisse paraître, c'est extrêmement important de poser comment elles vont dépenser. Donc déjà, c'est là où j'essayais d'en venir. Elles peuvent rediriger comment déjà elles vont le gagner. Et je suis aussi une convaincue qu'il faut qu'elles aient l'indépendance financière par le fruit de leur travail notamment, y compris par rapport aux prochaines retraites. Et là, on revient sur nos âges de seniorité en disant attention, il faut penser à ce qui se passe après, parce que si on a dépensé que ça, on n'a pas tenu compte de ça et on a été plutôt cigale, ça va devenir un petit peu compliqué à des âges un peu plus avancés. Et puis, c'est justement de faire attention à l'épargne, donc de ne pas forcément tout claquer et de faire un petit peu attention, de mettre de l'argent de côté. Et quand certaines femmes ont fait le choix, pour différentes raisons, de rester plutôt à la maison pour l'éducation, qu'elles aient bien vu avec leur partenaire de vie comment équilibrer les ressources pour qu'elles ne soient pas là à demander juste de l'argent de poche, mais à avoir aussi une certaine équité dans la répartition des ressources du couple. Et puis, alors après, je ne rentrerai pas tant dans les dépenses, comment elles vont les dépenser ou pas. Moi, c'est plutôt sur le fait de penser à épargner et à jouer le côté fourmi pour quoi qu'il arrive. Je voulais vous interpeller sur un point, parce que vous avez évoqué la question des retraites. Et il va de soi que sous ceux des cieux où la question des retraites est la plus immédiate pour ceux qui sont dans une telle dynamique, mais beaucoup de nos téléspectateurs et actrices savent combien, là où se trouvent les uns et les autres, ce principe n'est pas nécessairement le mécanisme auquel ils vont être confrontés pour la bonne raison ou la mauvaise raison, la raison évidente de ce qu'ils ont travaillé toute leur vie, elles ont travaillé toute leur vie, elles aussi, parce que c'est pas travailler qui pose problème. Tout le monde travaille, absolument tout le monde, mais tout le monde perçoit-il de son travail des sonnantes et des trébuchantes. Et donc, sous ces contextes-là, et on a tellement de femmes, que ce soit dans les îles, en Afrique et certainement en France profonde, dit-on, des femmes donc qui ont longtemps travaillé et qui ont mis de côté. Parce que travailler, finalement, c'est pas le salaire, c'est déjà des entrepreneurs malgré elles, mais des entrepreneurs, dès qu'ils vendent des pailles, dès qu'ils font un commerce. Et tout ce fruit-là, elles pensent souvent à l'investir en bijoux, en paille, en transmission d'une génération à une autre pour quand même, le soir de leur vie venue, ne pas être sans le sou. Ceci pour dire on espère que dans la prochaine édition de cet ouvrage, il y aura aussi cette partie de savoir qui, à juste titre, peut accompagner les unes et les autres. Nous allons arriver bientôt à la fin de cette émission, mais vous ne repartirez pas sans dire tout ce que vous avez à dire.
vous ne nous avez pas parlé, allez, un tout petit peu quand même, de votre travail, de votre vie professionnelle, où vous êtes sur les aidants. Alors, les aidants, pour que tout le monde comprenne, de quoi s'agit-il? Parce que souvent, si je vous pose la question, c'est que parmi les aidants, il y a beaucoup d'aidantes. Et c'est là d'ailleurs qu'on fait le parallèle et qu'il y a une convergence par rapport à mon ouvrage où j'en parle. C'est-à-dire que même si j'abordais le fait qu'à 50 ans, à plus de 50 ans, on était en général plus dégagé des obligations familiales, peut-être avec ses enfants, mais que... on a ses parents. Souvent, voilà, exactement. On a des parents qui sont vieillissants, donc on est cette génération coincée, ce que je dis, entre des enfants grandissants et des parents vieillissants. Et le soi-même ne s'accomplissant toujours pas. Voilà, et donc, par rapport à cela, c'est comment se faire aider quand on a une vie active et qu'on doit aussi prendre soin de proches. Alors on a eu l'occasion d'échanger, qui peuvent être des Elles enfants, ont fait l'émission dans le couloir. Des enfants en situation de handicap, des conjoints qui peuvent avoir des maladies de longue durée et chroniques, et puis des parents qui ont besoin de soins, qui parfois sont dans le déni en disant non, je me débrouille tout seul, parce que les gens qui ont aujourd'hui 80, 90 ans n'ont pas forcément été habitués à être aidés. Donc ils veulent se débrouiller tout seuls, mais néanmoins, ils ont besoin d'aide. Et donc vous avez cette génération des enfants ou des proches qui doivent s'occuper d'eux, qui ont leur activité et qui ne savent pas comment faire. Et là, effectivement, dans l'une de mes activités professionnelles, je dirige une structure qui s'appelle de care management, qui s'appelle Marguerite Service, avec des personnes qui sont donc des care managers, qui sont des travailleurs sociaux qui ont une expérience du domicile et qui font un point avec l'aidant pour voir quels sont tous ses besoins. Aider à être aidé. Exactement, pour dire... quels sont les besoins de la personne aidée, les besoins en termes de logistique, les besoins en termes financiers et comment trouver différentes aides, parce qu'en fonction des différentes régions, les aides ne sont pas nécessairement les mêmes. Et puis coordonner aussi, parce que c'est très très compliqué. Quand une personne est en situation de perte d'autonomie, il y a beaucoup d'intervenants et c'est toujours assez chronophage parce que les gens ne viennent pas, quels sont les besoins. Et donc l'aidant doit faire ça souvent à distance. Et donc là, moi, justement, ma structure aide les aidants à mieux... Vous pouvez vous faire aider dans votre rôle d'aidant, très clairement. Et quand vous êtes à un endroit où il n'y a pas de structure qui soit spécifiquement dans ce créneau-là, ne perdez jamais de vue que l'aide que vous apportez, vous pouvez en recevoir vous-même, monsieur, madame, de toute personne que vous avez identifiée et même peut-être constituer aussi des structures et des dynamiques pour qu'il y ait ce relais afin que vous fassiez ce que vous faites du mieux que vous pouvez. Nous allons donc faire un tour de table. Ces dames ne nous ont pas dit quels sont les hommes qui les inspirent puisque la question ne leur a pas été posée spécifiquement, mais vous pouviez répondre. Je voudrais que vous ne partiez pas sans avoir dit tout ce qui vous reste sur le cœur, on va dire en une phrase chacune. Je vais commencer par vous, Debbie Jackson. Alors, merci encore en tout cas pour l'invitation. C'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment une découverte pour moi. C'est vraiment une expérience qu'on apprend avec le temps, vraiment au fur et à mesure, et on se perfectionne vraiment à chaque instant, à chaque rencontre qu'on fait, à chaque client avec lequel on va travailler. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Surtout de transmettre mes erreurs pour éviter que les autres ne le reproduisent. Et de transmettre la solution à vos erreurs. Voilà. Parce que copier-coller... Oui, on va éviter. C'est pas le but. Mais vraiment, vraiment mettre ma pierre à l'édifice et de vraiment contribuer à cette égalité femmes-hommes et vraiment de faire prendre conscience que voilà, tout le monde peut entreprendre. Il y a de la place pour tout le monde. Souvent, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on pense que même dans des secteurs où on va dire c'est un peu priorisé, voilà, il faut se lancer. Je vous le confirme, vous êtes médecin. Danielle Girondin, votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin sera, moi, je suis là pour que les femmes, un peu comme Orangina, secouer la pulpe du fond. Voilà. Donc, pour qu'elles comprennent qu'elles sont des femmes et elles sont des femmes puissantes. Voilà. C'est à vous le mot de la fin. Alors moi, en tant que mère de 2 grands jeunes hommes, je vais parler de l'être humain en général et pas nécessairement des femmes et des hommes, et en disant il faut que chacun en fait se connaisse ses aspirations, et puis il n'y a pas de modèle tout fait. Il faut se connaître, trouver, s'inspirer de différents modèles et pas forcément d'une personne, se dire que
C'est peut-être possible en y mettant du sien ou en se faisant accompagner, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Mais déjà, il ne faut pas se se limiter. Dévier, quel que soit l'âge, la couleur de peau. Minetou, voilà. votre mot de la fin. Alors moi, je m'adresserai plutôt aux femmes en leur disant que l'ambition n'est pas un mot tabou. Donc, passez à l'action, faites des erreurs, relevez-vous et avançons. Et avancer, si vous ne faites pas d'erreur, c'est bien aussi de ne pas en faire. Ne vous donnez pas non plus cela comme un objectif. Merci d'avoir été présente sur notre plateau. Nous vous remercions pour votre fidélité à Lady vous écoute. Vous l'avez entendu, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Tout doit pouvoir demeurer possible. Ne vous définissez pas en creux. Et la personne qui est à côté de vous n'est pas du tout votre ennemi. Soyez occupés aussi à vous réaliser. Vous verrez que votre perception du monde sera meilleure. Et le regard sur cette personne sera meilleur aussi. À bientôt. Hey, hey.